Et toi, devant ton écran. Ceci est pour t'inciter à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo en cliquant sur ce joli pouce bleu, puis à partager un max avec tout le monde. Salut tout le monde, c'est Gaëz Daydream, j'espère que vous allez bien et que je vous ai manqué. J'avoue que j'avais vraiment besoin de cette petite pause, mais comme promis, je vous viens avec des sujets toujours plus étranges les uns que les autres. D'ailleurs, je voulais vous dire en fait que les vidéos de thread horreur préenregistrées sont finies, j'en ai plus, donc probablement qu'on va revenir à une vidéo par semaine parce que plus qu'une vidéo pour le moment, c'est vraiment quasiment infaisable pour moi et surtout que je tiens quand même à garder une certaine qualité dans les vidéos, puis il me faut faire certaines recherches, donc je préfère vous donner une bonne vidéo tous les dimanches que deux vidéos de moindre qualité si on veut. Du coup, dites-moi qu'est-ce que vous préférez que ce soit. Que les vidéos du dimanche, on switch un peu entre disparitions mystérieuses, meurtres, histoires vraies de tout genre, puis histoires vraies derrière des films, puis justement thread d'horreur, ou bien qu'on maintienne ce thème, histoire vraie derrière des films, meurtres, disparitions, et une fois par mois, peut-être plus, peut-être moins, il y aura une vidéo bonus qui sera thread d'horreur. Dites-le moi dans les commentaires et j'en tiendrai compte, promis. Maintenant, pour cette semaine, je n'ai pas choisi qu'une seule histoire pour vous, pas deux, pas trois, mais 4 histoires vraies, vraiment étranges, sur des coïncidences pour le moins flippantes. Dites-moi, est-ce que vous avez vécu des coïncidences très bizarres? Si c'est le cas, venez me le dire en commentaire. En attendant, découvrons ensemble ces histoires très troublantes. Imaginez que vous commettiez un crime et que vous vous retrouvez en prison. Bien sûr, je ne vous le souhaite pas, mais juste imaginez. Imaginez maintenant que dans cette prison, vous rencontriez votre doppelganger. Il vous ressemble en tout point comme 2 gouttes d'eau. Vous avez tous les deux le même nom, mais vous n'avez aucun lien de parenté. Cet homme, en gauche de l'écran, s'appelle Will West. Et celui qui apparaît à droite s'appelle William West. Assez troublant, non? Les commis aux archives de prison ont bien été confus et pour le moins perturbés par cette ressemblance. Car oui, c'est bien 2 hommes différents que vous voyez là. En effet, lorsque Will West est arrivé en prison en 1903, la direction carcérale a été informée qu'il était déjà en prison, purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité pour un meurtre au premier degré. Will West a été soumis au système d'identification Bertillon, qui est une sorte d'analyse morphométrique criminalistique du visage, moyennant des photos de face et de profil de la personne concernée. Évidemment, dans la base de données de la police, son visage correspondait à un autre William West. Ce doppelganger était déjà incarcéré sous le même nom, il avait des caractéristiques faciales identiques au moindre détail, et quand je dis moindre détail, ceci inclut la structure osseuse, la longueur du nez, la forme de la bouche et même la forme et le positionnement des yeux. En voyant Will West arriver en prison, le greffier lui a directement demandé qu'est-ce qu'il avait encore foutu pour se retrouver encore emprisonné. Mais Will était vraiment confus et lui a répondu que c'était sa première peine de prison et qu'il n'était jamais entré en prison avant, quoi. Le greffier, n'y croyant pas, a préféré vérifier de lui-même et il a été choqué de voir 2 hommes parfaitement identiques, sans aucun rapport familial. Il a alors signalé les défauts de la méthode Bertillon à la direction générale et il n'en a pas fallu longtemps pour les autorités américaines pour se tourner vers les empreintes digitales. Technique qui a été mise en place en 1858 en Inde par Sir William James.
Et c'est bien les empreintes digitales qui ont permis de différencier Will et William West, car ils avaient des empreintes digitales différentes l'un de l'autre. Et c'est bien le seul moyen de les distinguer l'un de l'autre. Est-ce que vous êtes bluffé? Pas encore? Alors, explorons un autre registre en parlant un peu de littérature française, ou plutôt d'un romancier français détenant un prix Nobel de littérature. Je parle bien sûr d'Albert Camus. Albert Camus est décédé à un âge assez jeune, alors qu'il n'avait encore que 46 ans. Le jour de sa mort, soit le 4 janvier 1960, il prévoyait de prendre un train jusqu'à Paris. Mais son ami et éditeur Michel Gallimard l'a persuadé de s'y rendre en voiture à la place. Mais malheureusement, alors qu'ils étaient sur une route verglacée traversant la petite ville de Villeblévin, Michel a perdu le contrôle de la voiture. Celle-ci a fait une embardée et s'est écrasée contre un arbre, tuant Albert Camus sur le coup et Michel Gallimard 5 jours plus tard. Le billet de train utilisé a été retrouvé dans la poche d'Albert Camus. Je vous vois déjà venir. Vous vous dites sûrement que c'est triste, mais qu'il n'y a rien d'étrange ou de mystérieux dans cette histoire. Soyez juste un tout petit peu patient. On y vient tout de suite. Car il s'avère que Camus souffrait d'une amaxophobie, c'est-à-dire d'une peur intense des voitures. Et du coup, il avait pris l'habitude de prendre le train pour tous ses déplacements au lieu de conduire. Et la seule fois où il a décidé de troquer le train pour la voiture, il a été tué dans un accident de voiture. L'ironie est que Albert Camus a déclaré « Il n'y a rien de plus stupide que de mourir dans un accident d'automobile ». Et c'est le rien de plus stupide qui lui est arrivé en fait. C'est vraiment une coïncidence très bizarre et très flippante, un peu comme quand le sort s'acharne, mais en même temps j'ai lu quelque part qu'on attire toujours nos peurs. C'est-à-dire que lorsqu'on a peur que quelque chose n'arrive, elle finit par arriver car on provoquerait inconsciemment cet événement. Car en fait notre cerveau ne se concentre pas du tout sur le négatif, mais il se focalise sur l'objet ou l'événement. C'est-à-dire par exemple, je veux pas de voiture rouge, il va pas voir je veux pas, mais il va juste penser à la voiture rouge, par exemple. Ou pense pas à la voiture rouge, mais du coup tu vas commencer à penser à cette voiture rouge. Personnellement, j'y crois pour certaines circonstances, c'est-à-dire qu'il faut toujours positiver, toujours penser au mieux pour éviter justement d'attirer les mauvaises ondes. Je vous encourage à le faire. Je vous encourage à toujours penser d'une manière positive, à vous réveiller le matin et sourire, vous mettre absolument de bonne humeur, car si vous êtes de bonne humeur, vous attirez tout ce qu'il y a de bon. C'est une façon de penser. Du coup, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que justement, parce qu'Albert Camus avait peur des voitures, du coup, il a inconsciemment été tué dans un accident de voiture ou pas? Ou c'est juste une coïncidence? Si vous pouvez toujours rationaliser jusque-là, attendez d'entendre la coïncidence qui suit. En 1941, le président de l'Union soviétique, Joseph Staline, a ordonné aux anthropologues d'exhumer le corps de Tamerlan, qui reposait en paix depuis des siècles dans son tombeau à Samarcande, en Ouzbékistan. C'est une décision que Staline regrettera amèrement, car elle va lui coûter cher et coûter cher à l'Union soviétique. D'abord, petite leçon d'histoire sur Tamerlan. Pour résumer, Tamerlan a vécu entre 1336 et 1405. Il est d'origine turco-mongole et c'était un chef de guerre redoutable. Il avait conquis l'Asie centrale et occidentale et avait créé un empire qui s'étendait de la Turquie jusqu'en Iran. Il était très vicieux et impitoyable et il était responsable de la mort de plus de 17 millions de personnes dont il avait gardé les crânes. Vous imaginez? D'ailleurs, les historiens le considèrent comme l'un des envahisseurs les plus impitoyables de l'histoire de l'humanité. Un jour, Tamerlan en a eu marre de trimballer les crânes de ses victimes et il a décidé de les rentabiliser. C'est comme ça qu'il a construit une pyramide dans le nord de l'Inde en utilisant 70 000 crânes humains. Maintenant que notre petite parenthèse historique est terminée, nous revenons à Staline. Lorsque les Ouzbeks ont eu vent des plans de Staline d'exhumer le corps de Tamerlan, ils ont été gelés de terreur et ont
tout de suite averti les Russes qu'il y avait une terrible malédiction attachée au tombeau de Tamerlan. Mais Staline les a envoyés balader, pensant que c'était des divagations de personnes illettrées et superstitieuses. Les soviets ont ouvert la tombe de Tamerlan le 22 juin 1941. Dès son ouverture, une odeur de camphre, de résine, de rose et d'encens s'en est dégagée. Et c'est tout simplement normal parce que c'est l'odeur des huiles utilisées pour l'embaumement. Mais l'étrange gravure qui s'y trouvait n'annonçait rien de bon. Il y avait décrit « Lorsque je reviendrai à la lumière du jour, le monde tremblera ». Le corps de Tamerlan a été ramené non sans difficulté en Russie, et ce même jour, Hitler lança l'opération Barbarossa contre l'Union soviétique qui l'a envahie. Les nazis ont été sanglants et ont enlevé la vie à plus de 30 millions de Russes en mettant à feu et à sang toutes les villes et tous les villages par lesquels ils passaient. Staline s'est alors mis à penser qu'en profanant la tombe de Tamerlan, il a déclenché sa malédiction. Et en décembre 1941, il a affrété un avion spécialement pour ramener le corps de Tamerlan dans sa tombe en Ouzbékistan. Et Tamerlan a bénéficié d'un second enterrement islamique complet. À peu près un mois plus tard, les nazis se sont rendus et Staline a remporté la bataille de Stalingrad. Cette bataille est connue comme l'une des batailles les plus sanglantes de l'histoire de l'humanité. Et elle aurait été déclenchée par une malédiction, vraisemblablement. Alors, selon vous, coïncidence troublante ou juste une coïncidence comme ça? Pas mal d'entre vous sont encore sceptiques car au final, c'est juste des coïncidences, non? Des coups de chance et rien de plus. C'est pour ça que je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Vous connaissez tous Edgar Allan Poe. Même si vous ne lui avez jamais lu aucun poème ni aucun roman, le nom vous dit quelque chose. C'est en fait un célèbre poète et écrivain qui a vécu au XIXe siècle. Il était très connu pour ses contes horrifiques et macabres. Bref, cette dernière coïncidence implique l'unique roman achevé de Poe. Ce roman s'appelle The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, ou en français, Les aventures d'Arthur Gordon Pym de Nantucket. Ce roman a été publié en 1838 et il raconte l'histoire de Pym qui était sur un baleinier qui a été touché par une violente tempête. Tout l'équipage à bord du navire sont morts, sauf 4 survivants qui ont été laissés à la dérive. Ces 4 survivants manquaient de nourriture et d'eau. Ils ont alors attrapé une tortue de mer, l'ont tuée et l'ont mangée, mais ce n'était pas suffisant pour les maintenir en vie. Ils ont alors tiré à la courte paille, et la personne qui a tiré la paille la plus courte sera tuée et mangée par les 3 hommes restants. Ce malheureux élu s'appelait Richard Parker. Il a été tué et mangé par ses camarades, ce qui leur a permis de survivre 4 jours de plus et d'être secourus. Là où les choses deviennent vraiment intéressantes, c'est qu'en 1884, soit 46 ans après la sortie du roman de Poe, un navire du nom de Mignonnette a entrepris un voyage partant de l'Angleterre vers l'Australie. Le Mignonnette a été frappé par une violente tempête au large des côtes africaines. Et toutes les personnes à bord sont décédées, sauf 4 survivants. Vous avez cette impression de déjà-vu? Attendez que je vous raconte la suite alors. Complètement affamés, ces 4 survivants ont réussi à attraper une tortue de mer qu'ils ont tuée et dévorée. Mais ce n'était pas assez. Ils étaient toujours affamés. Alors, ils sont arrivés à la conclusion que l'un d'entre eux devait mourir pour nourrir les 3 autres. Ils ont alors décidé de sacrifier le plus jeune d'entre eux, alors âgé de 17 ans, car il était déjà malade après être tombé par-dessus bord et ingurgité de l'eau de mer. Ce jeune a été tué, son sang bu et sa chair dévorée par les 3 rescapés restants. L'équipage a été secouru 4 jours plus tard. Si cette histoire n'est toujours pas assez invraisemblable pour vous, attendez que je vous dise le nom du jeune homme qui a été sacrifié. Il s'appelait Richard Parker, tout comme le garçon de cabine qui a été sacrifié dans le conte de Poe. Alors, Edgar Allan Poe aurait prédit l'avenir dans son seul et unique roman fini? Ou bien c'est encore une simple coïncidence macabre? À vous de me le dire dans les commentaires. En attendant, dites-moi si vous avez aimé ce genre d'histoire qui parle de coïncidences mystérieuses et parfois terrifiantes
il me ferait plaisir de l'ajouter à ma liste de choses que je pourrais refaire. Mais avant de vous laisser, voici mon énigme. Je n'ai pas de pied pour danser, je n'ai pas d'yeux pour voir, et même pas de vie pour vivre ou mourir. Et pourtant, je fais tout ça. Qui suis-je? Mettez-moi vos réponses en commentaire et comme d'habitude, la première personne à me donner la bonne réponse verra son commentaire épinglé. Jusque-là, c'est Croquette BS qui tient le record de la personne qui trouve le plus d'énigmes le plus rapidement possible. Bien sûr, je vous annonce déjà que la semaine prochaine, il y aura une vidéo qui va traiter d'une histoire vraie derrière un film. Je vous spoil un tout petit peu. C'est une histoire de disparition. En attendant, passez une excellente semaine.